Le but de cette présentation est d'examiner ce que la neuroéducation peut apporter à la formation des adultes. La présentation se divise en 3 parties. D'abord, on va examiner ce qui se produit dans le cerveau lors de l'apprentissage. Ensuite, on va examiner quelles sont les principales différences entre le cerveau d'un adulte et celui d'un enfant. Et finalement, on va voir quelles sont ses conséquences, c'est-à-dire les conséquences de ce qu'on connaît sur ce qui se produit dans le cerveau lors de l'apprentissage et les connaissances également sur la différence entre le cerveau de l'adulte. Et on va voir comment ces nouvelles connaissances peuvent avoir des conséquences au niveau de la formation des adultes. Donc, la première partie, qu'est-ce qui se produit dans l'apprentissage? Plusieurs choses pourraient être mentionnées dans cette section, mais on va se concentrer ici seulement sur un aspect qui est le modèle de Hebb, qui est un modèle qui explique justement ce qui se produit dans le cerveau lors de l'apprentissage. Le cerveau est un organe tout à fait fascinant, qui pèse environ 3 livres, c'est-à-dire quelque chose comme seulement 2% de la masse totale du corps, et malgré tout, cet organe-là consomme de 20 à 25% de la quantité d'oxygène consommée par tout le corps. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le cerveau consomme une énorme quantité d'énergie. À vrai dire, pour fonctionner, le cerveau consomme l'énergie d'environ une ampoule électrique, environ une centaine de watts. Et ce cerveau-là, bien qu'il paraît lisse, en fait, si on l'observait en détail au microscope, on se verrait qu'il est formé de plusieurs cellules, dont une d'entre elles s'appelle le neurone. Et ce qui est fascinant par rapport au cerveau, c'est bien entendu sa très grande complexité. Le cerveau est formé de 100 à 150 milliards de neurones, mais ce qui est encore plus frappant, c'est que chacun de ces neurones-là est connecté à environ 10 000 autres neurones. Ce qui fait, comme vous en doutez bien, de nombreuses connexions. On parle de 1 milliard fois 10 000 connexions, qui est tout à fait exceptionnel. Ce qui est très intéressant aussi par rapport au cerveau, c'est que 90% de nos connaissances actuelles sur le cerveau découlent des 15 à 20 dernières années de recherche. Donc, on étudie le cerveau depuis quelques décennies et ce n'est qu'au cours des 2 dernières décennies, en particulier de la dernière décennie, que le cerveau commence lentement à nous révéler ses secrets. Donc, qu'est-ce qui se produit dans le cerveau lors des apprentissages? Est-ce que de nouveaux neurones sont créés? La réponse est non. Longtemps, on a pensé d'ailleurs que de nouveaux neurones ne pouvaient pas être créés dans le cerveau. Il y a eu des recherches qui ont montré que ce n'est pas tout à fait vrai, qu'il y aurait au moins des neurones qui pourraient être créés, notamment dans l'hippocampe. Mais l'apprentissage ne découle pas, selon les connaissances actuelles, principalement de la création de nouveaux neurones. Donc, ce n'est pas A. Est-ce que les neurones grossissent lorsqu'on apprend? Pas vraiment. Les neurones ne grossissent pas vraiment, quoique, comme on va le voir, lors de l'apprentissage, les neurones peuvent effectivement être modifiés. Est-ce que dans ce cas-là, ce serait certaines régions du cerveau grossissent suite à l'apprentissage? Encore une fois, c'est pas tout à fait vrai. Il n'est pas faux par contre que certains apprentissages, notamment, il y a certaines recherches qui ont montré que les gens qui développent des aptitudes en musique, donc qui pratiquent énormément, par exemple le violon, ces recherches ont montré que le cortex moteur associé au mouvement de la main est plus grand, a un volume plus grand dans le cerveau des musiciens que dans le cerveau des personnes qui n'ont pas pratiqué la musique. Par contre, de là à dire que les régions du cerveau grossissent, pas vraiment. Donc, c'est plutôt D, aucune de ces réponses. En fait, le cerveau est constitué de neurones qui sont tous interconnectés les uns aux autres. Et ce qui change au cours de l'apprentissage, c'est précisément les connexions entre les neurones. Donc, il peut se produire des phénomènes biochimiques qui font en sorte que l'efficacité des connexions entre les neurones peut changer. Donc, la connexion entre les neurones, la connexion entre les neurones se fait à un endroit qu'on appelle la synapse. Et à cette synapse-là, il y a différentes modifications qui peuvent survenir.
Donc, il peut y avoir soit synaptogénèse, c'est-à-dire la création de nouvelles connexions suite à l'apprentissage. Il peut y avoir également élagage, c'est-à-dire élimination de connexions existantes. Et il peut y avoir finalement modification de l'efficacité des neurones, c'est-à-dire une augmentation ou une diminution de l'efficacité des connexions entre les neurones. Il se pourrait que chez l'adulte, le type de modification 3, c'est-à-dire la modification au niveau de l'efficacité des connexions, soit la plus courante, mais selon les connaissances actuelles, il semblerait que chez l'adulte, il peut y avoir également la création de nouvelles connexions et aussi l'élagage, mais peut-être principalement au niveau des modifications de l'efficacité des connexions. Cette capacité du cerveau à modifier ses connexions neuronales s'appelle la plasticité, ce qui est un concept très central à la neuroéducation, l'idée que l'apprentissage engendre des modifications au niveau cérébral. Donc l'apprentissage est non seulement un phénomène psychique, psychologique, mais c'est également un phénomène biologique qui engendre des changements structuraux observables à l'intérieur du cerveau. La question qui se pose maintenant, c'est par quel mécanisme se produisent ces modifications synaptiques? Là, on sait que suite à l'apprentissage, les connexions neuronales vont être modifiées, mais quel processus va expliquer ces modifications-là? Dès 1949, Donald Hebb a proposé un modèle explicatif qui a été vérifié par la suite expérimentalement à de nombreuses reprises, dont en 1973 par Bliss et Lomo. Hebb résume son modèle en disant que quand l'axone d'un neurone A, l'axone étant la grande ligne le tuyau du neurone qui transmet l'impulsion électrique, donc quand l'axone de ce neurone-là est assez près pour exciter le neurone B et que de façon répétée et persistante, le neurone A s'active en même temps que le neurone B. Donc, si les deux neurones A et B s'activent ensemble et qu'ils sont assez près l'un de l'autre, il va y avoir des processus de croissance ou de changement métabolique qui vont prendre place dans un ou plusieurs neurones, de telle sorte que l'efficacité du neurone A à activer le neurone B augmente. Donc, autrement dit, pour qu'il y ait modification des connexions synaptiques, il faut que les neurones s'activent ensemble. Et c'est ce que résume cette phrase. Donc, et c'est une phrase qui est centrale à la présentation ici, c'est l'idée que les neurones qui s'activent ensemble vont se connecter ensemble. Et c'est le cœur du modèle de Hebb et ça explique énormément et c'est un modèle explicatif très fort. Une façon de rendre peut-être plus concrète cette idée-là que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble et voir l'impact de ce modèle de Hebb sur l'éducation et de prendre l'analogie d'une forêt. Selon cette analogie-là, le cerveau est en quelque sorte comme une forêt. Et lorsqu'on marche dans cette forêt-là, on écrase le gazon, les brindilles, on tasse les branches, peut-être qu'on casse certaines des branches même, et progressivement, à force de passer toujours par le même chemin dans la forêt, il y a progressivement un sentier qui est créé. Dans le cerveau, c'est un petit peu de cette façon-là. Quand les neurones s'activent ensemble, la force des connexions va augmenter et il va y avoir progressivement, en quelque sorte, des chemins ou des réseaux neuronaux qui vont s'établir à l'intérieur du cerveau. Et plus on va utiliser ces réseaux neuronaux-là, plus on va marcher dans ce sentier de la forêt-là, plus ce sentier-là va devenir large, va devenir agréable, moins il va y avoir de brindilles au sol. Et si on passe à de nombreuses reprises par le même sentier, progressivement, la végétation va avoir de plus en plus de difficultés à pousser à cet endroit-là. Et un des avantages d'avoir des sentiers dans la forêt, c'est bien sûr de pouvoir se déplacer rapidement du point A au point B. Et dans le cerveau, c'est un petit peu la même chose. Le fait d'apprendre, d'améliorer la connexion de certains neurones avec d'autres, fait en sorte que le cerveau devient plus efficace pour accomplir certaines tâches.
Par contre, ce fait-là a aussi des désavantages, comme on va le voir. Lorsqu'on a un beau sentier dans la forêt, on a tendance à vouloir le prendre parce qu'il permet de nous amener du point A au point B très rapidement, très efficacement. Par contre, lorsqu'on va aller au point C, qui n'est pas sur le chemin du sentier de la forêt, il va falloir passer à travers la forêt sauvage. Et c'est plus difficile, c'est plus long, ça demande plus d'efforts, il faut tasser les branches, il faut passer à travers cette forêt sauvage-là. Dans le cerveau, c'est un petit peu pareil. Donc, lorsqu'on utilise des réseaux de neurones bien établis, c'est plutôt facile et on peut accomplir des tâches relativement aisément. Mais quand c'est une nouvelle tâche qui implique des nouveaux réseaux neuronaux, un nouveau chemin, ça peut être plus difficile à accomplir. Mais à force de passer par ce sentier-là, progressivement, le chemin va se faire et ça va devenir de plus en plus facile. Donc l'apprentissage doit être vu de cette façon-là. L'apprentissage modifie les connexions synaptiques. De quelle façon? Grâce à la répétition, à plusieurs reprises, les neurones vont s'activer ensemble, ils vont progressivement se connecter ensemble et l'efficacité des connexions entre les neurones impliqués va augmenter progressivement. Donc, deuxième partie maintenant. Maintenant qu'on a vu ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on apprend quelque chose, on va voir quelles sont les principales différences entre le cerveau d'un adulte et celui d'un enfant. On va voir notamment, une des différences, c'est que les connexions neuronales sont très bien établies chez l'adulte. On va voir également que le cortex préfrontal est mature chez l'adulte. Par contre, il ne l'est pas chez l'enfant ni même chez l'adolescent. Donc, ça va être les deux principales différences entre le cerveau d'un enfant et celui d'un adulte. Donc, tout le monde sait que au cours de la gestation, le cerveau se développe. On a ici une figure qui montre l'évolution de la structure du cerveau entre 21 jours et 9 mois, donc tout juste avant la naissance. Qu'est-ce qui se produit dans le ventre de la mère lors du développement du fœtus? Pour tout le monde, c'est évident que le cerveau se développe à l'intérieur du ventre de la mère. Ce qui est moins évident, c'est que le cerveau continue à se développer même après la naissance. Ce graphique exprime bien cette idée-là que le cerveau n'a pas fini de se développer et de se stabiliser. On a ici un graphique qui présente à la verticale la densité synaptique, c'est-à-dire le nombre de synapses à l'intérieur d'un certain volume de cerveau. Plus la densité est élevée, plus il y a de connexions dans le cerveau, plus le nombre de connexions est élevé par petit cube de cerveau, par unité de volume. Et on a à l'horizontale l'âge, ici en jours. On voit que l'adolescence est représentée entre 5000 et 6500 jours. Les trois courbes représentent donc la densité synaptique de différentes régions du cerveau. On a le cortex auditif, le cortex visuel et finalement le cortex préfrontal. Ce qu'on voit, c'est que même après la naissance, il y a une période qu'on appelle de synaptogénèse, une période où il y a la création de nombreuses connexions synaptiques. Et progressivement, et après avoir atteint un sommet vers l'âge de 3-4 ans, et même plus tard dans le cas du cortex préfrontal, donc après avoir atteint un sommet, on remarque que cette densité synaptique diminue pour finalement atteindre à la fin de l'adolescence une certaine stabilité. Et ce qu'on remarque qui est intéressant, c'est que la région qui demande le plus de temps avant d'atteindre une certaine stabilisation du nombre de neurones par unité de volume est précisément le cortex préfrontal qui, en fait, comme on va en discuter, et demeure encore immature chez l'enfant et l'adolescent. Donc, comme je le disais, une forte période de synaptogénèse suivie par une période d'élagage qui dure assez longtemps, et ensuite une stabilisation à l'âge adulte. Il y a également un processus qu'on appelle la myélinisation, qui est un processus par lequel une substance blanche va se former autour de l'axone, ce qui va augmenter grandement la vitesse de transmission des influx électriques dans l'axone. Et ce processus de myélinisation se poursuit jusqu'à environ 20 ans. Donc, le cerveau de l'adolescent
est encore immature. Et par contre, le cerveau de l'adulte, lui, est mature et son cortex préfrontal est bien formé, ce qui comporte certains avantages dont on va discuter tout à l'heure. Donc, pour résumer, on voit que chez l'adulte, les connexions synaptiques, au niveau de la densité synaptique du moins, il y a une certaine forme de stabilisation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est en se basant sur le modèle de Hebb, c'est que l'enfant et l'adolescent, suite à son interaction avec l'environnement, avec ses pairs et ainsi de suite, a créé des réseaux de neurones et qui ont été utilisés à de nombreuses reprises dans différents contextes. Et donc, il existe dans le cerveau des adultes des connexions neuronales bien établies. Et ces connexions neuronales sont en quelque sorte les sentiers dans la forêt qui sont bien établis chez l'adulte. Ce qui lui permet d'accomplir des tâches, certaines tâches beaucoup plus facilement qu'un enfant. Ce tableau présente la même idée d'une autre façon. C'est un tableau tiré d'un document de l'OCDE dont je vous suggérerai la lecture à la fin de l'exposé. Et ce tableau-là parle de la maturation cérébrale. Donc, certaines régions qui deviennent matures au cours de l'enfance, d'autres qui deviennent matures au cours de la préadolescence. Et finalement, certaines régions ne deviennent matures qu'à la fin de l'adolescence, vers 20 ans. Et on observe notamment que le cortex préfrontal est une région qui atteint une maturité seulement après l'adolescence. Et cette maturation du cortex préfrontal constitue une différence importante entre l'adulte et l'enfant. Et à mon avis, la formation des adultes va pouvoir profiter de cette maturité cérébrale-là. Et peut-être même compenser pour certains désavantages causés par le fait que chez l'adulte, les réseaux de neurones sont très bien établis. Le cortex préfrontal est une région située juste derrière le front. C'est une région en lien avec des fonctions exécutives. On parle de fonctions cognitives de haut niveau, comme le jugement, la prise de décision, comparer différentes réponses et sélectionner une réponse. Et aussi être capable d'anticiper les conséquences futures de nos actions présentes. Donc, ce sont des fonctions très importantes au niveau cognitif. Il y a même une compagnie d'assurance qui a profité de cette connaissance-là, cette connaissance selon laquelle le cerveau de l'adolescent est encore immature, pour faire la promotion de l'idée que les adolescents de 16 ans ne devraient pas avoir un permis sans restriction. Donc, ils disent ici, pourquoi les jeunes de 16 ans qui sont surreprésentés dans les accidents de la route, pourquoi ils semblent conduire les voitures comme s'il y avait une partie de leur cerveau qui était manquante, et ils ajoutent, parce qu'en fait, ils ont une partie de leur cerveau qui est manquante. Pour tout dire, comme il l'explique dans le texte, il n'y a aucune partie du cerveau qui est manquante chez l'adolescent. Par contre, le cortex préfrontal, dont une région en particulier, qui est le cortex dorsolatéral, est encore immature chez les adolescents. Et cette région joue un rôle critique dans la prise de décision, la résolution de problèmes et la compréhension des conséquences futures de nos actions actuelles. Donc cette compagnie d'assurance-là argumente que les adolescents n'ont pas la maturité cérébrale nécessaire pour conduire de façon responsable un véhicule et propose d'accorder le permis à 16 ans, mais de limiter. Donc, c'est-à-dire d'interdire aux adolescents de conduire la nuit et d'interdire également aux adolescents de conduire en présence de d'autres adolescents. Donc, je trouvais ça drôle de dire que même une compagnie d'assurance peut profiter des résultats des recherches en neurosciences. On peut juger que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais dans tous les cas, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Donc, pour résumer, le cortex préfrontal est immature mature chez l'adulte et ne l'est pas ni chez l'enfant ni chez l'adolescent. Une autre façon de vérifier que ce cortex préfrontal-là est immature et que cette immaturité-là chez l'adolescent cause des influences la façon dont les adolescents vont résoudre certains problèmes. Et
d'étudier ce qui se passe dans le cerveau lors de la réalisation des tâches. Et grâce à un appareil comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, un appareil comme celui-là, on peut littéralement voir ce qui se passe dans le cerveau lorsque les gens accomplissent des tâches telles que lire, écrire ou même résoudre des problèmes. Et même compter également. Donc, cet appareil-là, qui est l'appareil utilisé à l'unité de neuroimagerie fonctionnelle de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, qui est l'appareil en fait que j'ai utilisé dans le cadre de ma recherche doctorale. Cet appareil-là va nous dire quelles sont les régions qui deviennent plus activées, donc qui sont nécessaires à la réalisation de certaines tâches. Donc, je vous présente une recherche qui a été menée en 2002 avec des adultes et des enfants, qui a montré des différences entre les adultes et les enfants. Et la tâche est toute simple. On présente des symboles. Donc, on présente par exemple les symboles qui sont en haut, qu'on présente comme étant congruents, donc une série de flèches. Et ce qu'on demande aux participants, c'est d'appuyer à gauche si la flèche du centre pointe à gauche et à droite si la flèche du centre pointe à droite. Et parfois, on a des stimuli congruents, comme ceux qu'on voit en haut, où les flèches pointent toutes dans la même direction. Parfois, on a des stimuli qu'on appelle incongruents, où la flèche centrale pointe dans une direction opposée aux autres flèches, qui fait une certaine forme d'interférence, ce qui rend cette tâche un petit peu plus difficile. Donc, il va falloir faire abstraction des flèches qui pointent dans la direction qui n'est pas la direction pointée par la flèche du centre. Finalement, on a des stimuli neutres où ce ne sont pas des flèches qui sont en périphérie de la flèche centrale, mais plutôt des symboles. Ici, on a choisi des losanges. Et finalement, on a une tâche qui appelle ici no-go, c'est-à-dire c'est une tâche où lorsqu'il y a des X à gauche et à droite de la flèche, il ne faudra pas appuyer sur aucun bouton. Donc, il va falloir faire preuve d'inhibition, il va falloir contrôler la tendance qu'on a à vouloir répondre à cette question-là. Et donc, pour retenir, on doit faire preuve d'inhibition motrice. Et pour les stimuli incongruents et les stimuli qui impliquent l'inhibition motrice, donc le stimuli qui implique de l'interférence et le stimuli qui implique l'inhibition motrice, comme je vous le disais, on observe chez l'adulte de nombreuses régions qui sont significativement plus activées lors de la réalisation de cette tâche-là. Et on remarque que c'est des régions derrière le cerveau, mais aussi des régions devant le cerveau, dans le cortex préfrontal, comme on s'y attendait. Chez l'enfant, le scénario est un peu différent. Il n'y a que très peu de régions qui sont significativement plus activées dans ces conditions-là. Et on remarque que le cortex préfrontal, notamment, est pas autant sollicité chez l'enfant que chez l'adulte. Ce qui s'explique probablement par une immaturité du cortex préfrontal qui doit jouer un rôle important dans cette tâche-là. D'ailleurs, il faut souligner que les enfants réussissent beaucoup moins bien et beaucoup moins rapidement cette tâche que les adultes. Donc, on a vu les différences entre le cerveau adulte et le cerveau enfant. On a vu également ce qui se passe dans le cerveau lors de l'apprentissage. Maintenant, concentrons-nous spécifiquement sur quelles sont les conséquences pour la formation des adultes de ces connaissances-là. On va mettre l'accent sur 3 idées. D'abord, l'idée qui est bien connue, mais qu'on oublie parfois en éducation, que la répétition est souvent essentielle aux apprentissages. Deuxièmement, on va voir le rôle de la rétroaction négative dans le cadre de la formation des adultes. Et finalement, on va parler d'un type d'enseignement particulier qu'on appelle l'enseignement par inhibition, qui semble particulièrement intéressant. Donc, d'abord, des conséquences du modèle de Hebb pour l'éducation. Je vous rappelle que le modèle de Hebb se résume avec l'idée que les neurones qui s'activent ensemble vont se connecter ensemble. Et il y a plusieurs conséquences à ce modèle-là, mais ciblons-en 2 ici. Le premier, c'est que la répétition est nécessaire. Le processus d'augmentation de l'efficacité des connexions neuronales se fait suite à de nombreuses activations simultanées. Et que donc, certains apprentissages, dont la plupart des apprentissages scolaires, on pourrait argumenter ce fait, que l'apprentissage implique de répéter plusieurs fois la même chose. Ce qui ne veut pas dire de répéter banalement. L'idée, ce n'est pas de faire des cours, une espèce de série de répétitions toujours de la même chose, mais l'idée
et qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le cerveau change sa structure et donc apprenne de façon durable sans qu'il y ait répétition. Donc, il va falloir aborder certains objets d'apprentissage de façon répétée, varier les contextes, réfléchir énormément à certains problèmes, s'exercer en faisant de la résolution de problèmes, ainsi de suite. Il va falloir manipuler à de nombreuses reprises de façon concentrée ce qui tourne autour de certains objets de l'apprentissage pour que cet apprentissage-là se fasse. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a tendance parfois à dire que les apprentissages sont présents ou absents. En neuroéducation, l'apprentissage s'inscrit dans tout un continuum où il y a carrément absence de connexions qui permettent la réalisation de certaines tâches. Et finalement, il y a progressivement un établissement des réseaux de neurones et du renforcement des connexions synaptiques qui mène progressivement à une meilleure compréhension, une meilleure compétence dans la réalisation de certaines tâches. Et ça se fait progressivement. Donc, ces connexions neuronales s'établissent, se renforcent et finalement deviennent très efficaces. Et ça s'inscrit dans tout un continuum. Alors que de dire que les enfants, que les étudiants ont appris ou pas appris, c'est pas tout à fait juste. En fait, tout s'inscrit dans une espèce de continuum d'augmentation de la connectivité des réseaux neuronaux. La deuxième conséquence du modèle de Hebb, qui semble très intéressante pour le modèle de l'éducation, est le fait que ce modèle explique pourquoi les erreurs des étudiants peuvent être difficiles à éliminer. On se rend compte souvent qu'on enseigne quelque chose et que finalement, les étudiants qui semblent avoir compris durant le cours n'ont pas vraiment compris. On s'en rend compte lorsqu'on pose des questions, on s'en rend compte lors de l'examen final. On se rend compte que parfois, lors du deuxième cours, qui implique des prérequis du cours précédent, les acquis ne sont pas faits. Et ce n'est pas nécessairement parce que l'étudiant n'a rien appris durant son premier cours, c'est plutôt que parfois, il y a certaines erreurs qui s'avèrent difficiles à éliminer parce qu'elles sont fondées sur un réseau de neurones bien établi. Donc, si un étudiant est habitué, par exemple, à faire toujours la même erreur d'accord du participe passé, on peut lui mentionner qu'il a fait l'erreur et il peut s'adapter, donc changer et corriger son erreur dans la production écrite qu'il est en train de faire. Par contre, comme à de nombreuses reprises, il a été habitué à toujours faire la même erreur, lorsqu'il va se retrouver à produire un autre texte, il est très possible qu'il retombe dans les mêmes erreurs parce que les réseaux de neurones qu'il y a dans son cerveau l'amènent à faire cette erreur-là. Il va falloir qu'il y ait un travail particulier pour arriver à corriger ces erreurs-là. C'est ce que je vous disais aussi par rapport à l'analogie de la forêt. C'est que si les erreurs proviennent des sentiers qui sont dans la forêt, et il est normal que les étudiants aient tendance à prendre les sentiers qui sont dans leur forêt, donc aient tendance à utiliser leurs ressources cérébrales, aient tendance à utiliser les neurones qui sont bien établis, qui sont bien connectés dans leur cerveau. Donc, il est normal que ces étudiants-là fassent des erreurs. Donc, si les sentiers, les réseaux de neurones qui sont bien établis dans le cerveau ne permettent pas de solutionner un problème, il va falloir que l'élève traverse la forêt sauvage. Il va falloir qu'il fasse un effort particulier pour inhiber sa tendance à aller dans le chemin principal et aller dans la forêt, même si ça implique plus d'efforts, même si c'est plus long, même si ça implique plus de tout. Donc, c'est un aspect qui va être intéressant aussi. Je vais vouloir en parler sur ses conséquences sur la formation des adultes tout à l'heure. Donc, c'était 2 exemples des conséquences du modèle de Hebb pour l'éducation. Donc, si on reprend les différences entre le cerveau des enfants, des adolescents et celui des adultes, et qu'on examine les avantages et les inconvénients de ce cerveau, des particularités de ce cerveau adulte-là, on se rend compte, d'abord, le premier point était que les connexions neuronales sont mieux établies chez l'adulte que chez l'enfant. Et ça, l'avantage, on a discuté un peu, c'est un avantage au niveau de l'efficacité
Donc, ça va être beaucoup plus efficace et les adultes vont être capables d'accomplir certaines tâches dues à leur expérience, dues à leur apprentissage antérieur, que les enfants ne seront pas capables de faire. Par contre, ça présente un inconvénient important, c'est qu'il peut être difficile de corriger certaines erreurs persistantes. Ça va être difficile de changer les habitudes, la personnalité, les erreurs qui ont été commises systématiquement dans le passé. Peut-être plus chez l'adulte que chez l'enfant. Donc, à la fois un avantage et un inconvénient. Par contre, cet inconvénient-là peut être compensé jusqu'à un certain point par le fait que le cortex préfrontal est mature chez l'adulte, alors qu'il ne l'est pas chez l'enfant et l'adolescent. Ça présente un avantage important, c'est que le cortex préfrontal peut être capable d'inhiber ou faire preuve de contrôle cognitif. Donc, d'être capable d'inhiber les réseaux de neurones qui mènent à la formulation de réponses inappropriées, qui mènent à répéter systématiquement ces erreurs. Donc, en faisant preuve d'inhibition dans le cerveau, on peut désactiver les réseaux de neurones qui mènent à des mauvaises performances, qui mènent à des mauvaises réponses au niveau scolaire. Et on peut, à force d'effort, arriver à activer des neurones qui autrement ne seraient pas activés. Donc, cette idée d'inhibition-là est de désactiver des neurones qui seraient par ailleurs activés si on n'avait pas fait cette action d'inhibition-là. Donc, des avantages et des inconvénients. Et là, on va examiner différentes approches qui permettent de profiter de ce cortex préfrontal-là. Je vais vous en parler de deux. Donc, l'idée des renforcements négatifs et il va y avoir aussi l'idée de l'enseignement par inhibition. Donc, une recherche ici menée en 2008 montre les différences entre les enfants, les adolescents et les adultes au niveau de la rétroaction positive et négative. Donc, à gauche, on observe les régions qui sont plus activées dans les différentes tranches d'âge lorsqu'on fait de la rétroaction positive par rapport à négative. Et à droite, on remarque les régions qui sont significativement plus activées lorsqu'on fait de la rétroaction négative par rapport à positive. Et c'est ce qu'on observe, c'est dans la colonne de gauche, en bas, on voit que le cerveau de l'enfant, certaines régions du cerveau de l'enfant réagissent davantage à la rétroaction positive que négative. Chez l'adulte, c'est plutôt le contraire. C'est qu'on voit dans la colonne de droite, en haut, que le cerveau de l'adulte réagit plus fortement dans certaines régions lors de la présentation de rétroaction négative par rapport à positive. Tandis que le cerveau de l'enfant, qui est juste en bas, il n'y a aucune région de son cerveau qui réagit significativement plus lors de la présentation de rétroaction négative que lors de la présentation de rétroaction positive. Ce qui nous fait dire qu'il faut être prudent au niveau de l'interprétation ici, mais peut-être que ça vous veut dire que les enfants peuvent profiter davantage de la rétroaction positive, tandis qu'ils n'ont peut-être pas toutes les ressources cognitives nécessaires pour profiter d'une rétroaction négative. Par contre, chez l'adulte, il semblerait que le fait de formuler une rétroaction négative engendre une activité cérébrale, notamment dans des régions du cortex préfrontal, des régions associées au contrôle cognitif et également à l'inhibition. Donc, peut-être que le cerveau de l'adulte est davantage apte à profiter de la rétroaction négative que l'enfant. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut constamment et systématiquement faire de la rétroaction négative avec les adultes. Bien sûr, la rétroaction négative a certains inconvénients. Il peut, dans certains cas, nuire à l'apprentissage. Par contre, ça veut dire que lorsqu'on fait de la rétroaction négative, on peut s'attendre à ce que le cerveau des adultes ait toutes les ressources nécessaires pour profiter de cette rétroaction négative-là et que la rétroaction négative ne devrait pas être exclue des outils d'intervention dans le cadre de la formation des adultes. Une autre recherche propose une autre façon, une autre approche d'enseignement, une approche qui n'est pas liée systématiquement, disons, à la rétroaction négative, mais plutôt à l'enseignement par inhibition. Donc, l'idée est que les adultes qui font des erreurs systématiques, ça peut s'avérer difficile à changer, à corriger ces erreurs systématiques-là, mais il est possible de le faire. Possible de le faire en mobilisant le cortex préfrontal, mais la question qui se pose, comment
mobiliser ce cortex préfrontal-là. Et ce qui a été fait par l'équipe d'Olivier Houdet au cours de l'année 2000, c'est qu'ils se sont rendus compte que les adultes se trompent systématiquement à une tâche de logique. Cette tâche de logique-là est présentée en haut de la figure. Donc, on présente une série de figures de différentes couleurs et il y a un énoncé. Ici, l'énoncé, c'est s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Et ce qu'on demande, c'est d'identifier les deux figures qui permettent de vérifier si cette proposition-là, si cette phrase-là est vraie ou non. Et la plupart des adultes se trompent dans cette tâche-là. La plupart des adultes vont répondre qu'il faut vérifier qu'en fait, que le carré rouge et le cercle jaune sont les deux figures qui permettent de vérifier cette règle de logique-là. Mais sans vous l'expliquer en détail, à vrai dire, lorsqu'on regarde au niveau strictement logique du truc, ce n'est pas une bonne réponse. Ce qu'il faut en fait, c'est regarder le carré bleu et le losange jaune. Donc, c'est ces deux figures-là qui permettent de vérifier si la règle de logique est bonne ou pas. Donc, c'est une tâche où les adultes font systématiquement une erreur parce qu'on dirait qu'ils tiennent trop compte des figures et des couleurs mentionnées dans l'énoncé du problème. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un biais d'appariement perceptif. Donc, c'est quelque chose qui est assez bien documenté en psychologie. Lorsqu'on mentionne quelque chose dans une question, les étudiants ont tendance à utiliser ces éléments-là pour répondre. Et parfois, ça peut leur jouer des tours, comme par exemple dans cette tâche-là. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté des adultes qui, comme plusieurs autres, faisaient des erreurs systématiques à cette tâche de logique-là, et leur ont fait faire un enseignement par inhibition. C'est-à-dire, leur ont proposé une tâche similaire, mais différente, dans laquelle il y a également des réponses pièges. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait deux choses. On a d'abord fait des alertes émotives, c'est-à-dire, on a prévenu le participant, on lui a dit « Faites attention ». Dans ce problème-là, il y a un piège. Ce piège-là résulte de la tendance qu'a votre cerveau à trop tenir compte des éléments mentionnés dans l'énoncé. Donc, il va falloir être très attentif. Donc, on fait ces alertes émotives-là, mais on fait aussi une deuxième chose, qui est de distinguer non seulement les bonnes et les mauvaises réponses, les bonnes qu'on place ici dans le cercle qu'on voit dans la figure, et les mauvaises réponses qu'on place à l'extérieur du carré. Mais aussi, on fait une autre chose qu'on ne fait pas toujours en éducation et qu'on identifie les réponses qui sont en quelque sorte des pièges. Les réponses qu'on a le goût de formuler, mais qui sont des pièges qui résultent de ce biais d'appariement perceptif-là. Et ces réponses pièges-là, on apprend à les identifier, à les placer dans la partie assurée, donc entre le cercle et l'extérieur du carré. Et suite à ce dispositif didactique tout simple d'enseignement par inhibition, on remarque que les performances des adultes s'améliore considérablement. Donc, on passe d'erreurs systématiques à réponses logiques presque systématiques. Si je me souviens bien, c'est dans une proportion de plus de 90%. 90% et plus de bonnes réponses suite à cette intervention-là avec un groupe d'adultes bien ciblés. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé l'activité cérébrale avant cet enseignement par inhibition-là, lorsque les adultes faisaient des erreurs, et après cet enseignement par inhibition-là, dans le but de voir c'est quoi les réseaux de neurones qui sont impliqués, puis qu'est-ce qui permet à l'adulte de finalement surmonter ses erreurs, corriger ses erreurs. Donc, pour résumer, ici, l'enseignement par inhibition, c'est quoi? Deux choses, des alertes émotives et l'identification des réponses qui sont des pièges. Et ce qu'ils observent, c'est des différences cérébrales assez importantes. À gauche, on a les régions cérébrales plus activées avant qu'après. Et on voit que ces régions cérébrales-là, ce sont des régions surtout postérieures, surtout derrière le cerveau. Ce sont des régions principalement associées à la vision et aux perceptions spatiales. Et ce qui confirme l'idée que les participants, lorsqu'ils font des erreurs, utilisent une stratégie perceptuelle, c'est-à-dire utilisent les éléments mentionnés dans l'énoncé pour répondre. Suite à l'enseignement par inhibition, on a des régions beaucoup plus préfrontales, qui sont impliquées, donc des régions beaucoup plus associées au contrôle cognitif et à l'inhibition. Donc, on observe carrément un changement complet d'activation de postérieur à antérieur. Et l'équipe d'Olivier Houdet soutient que
Suite à l'enseignement par inhibition, les participants arrivent à répondre correctement. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent précisément à inhiber la stratégie perceptuelle qui mène à la formulation de réponses inappropriées. Donc, ils arrivent à contrôler leur cerveau, à désactiver les réseaux de neurones qui mèneraient à des fausses réponses pour finalement répondre à des réponses plus appropriées. Ces régions du cortex préfrontal, ce sont des régions notamment impliquées dans l'inhibition. Ces chercheurs-là sont allés encore plus loin et ont voulu comprendre pourquoi précisément l'enseignement par inhibition fonctionne. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris la même tâche et ils ont fait le même type d'enseignement par inhibition avec un groupe, donc où on faisait des alertes émotives et où on demandait d'identifier les réponses qui sont des pièges. Mais dans un deuxième groupe, on a fait le même type d'enseignement, mais cette fois-ci sans les alertes émotives et sans la nécessité d'identifier les réponses pièges. Donc, on expliquait de façon purement logique, rationnelle, comment résoudre le problème proposé. Et on demandait aux participants d'identifier les bonnes et les mauvaises réponses, mais pas les réponses qui constituent des pièges. Et les résultats sont très intéressants parce que non seulement ils montrent que les gens qui ne reçoivent pas l'enseignement par inhibition, mais qui reçoivent un enseignement purement rationnel, ne réussissent pas vraiment mieux la tâche de logique qui est proposée, par opposition au groupe d'enseignement par inhibition qui, lui, réussit davantage cette tâche de logique-là. Non seulement ça, mais ils observent que chez les gens qui ont reçu un enseignement par inhibition, les régions qui sont plus mobilisées, ce sont précisément des régions du cortex préfrontal associées à l'inhibition. On parle du cortex préfrontal latéral, mais aussi du cortex ventromédial et du cortex singulaire antérieur qu'on appelle. Donc, il est possible de profiter de l'efficacité du cortex préfrontal des adultes pour passer outre certaines erreurs systématiques. Mais ce n'est pas tout type d'intervention qui va être efficace. On sait en tout cas qu'un enseignement purement logique ne permet pas de surmonter ce biais d'appariement perceptif-là, mais qu'en impliquant les émotions, par des alertes émotives, en disant « faites attention, il y a un risque ici, il y a le risque de se tromper », et ce risque découle qu'a la tendance de votre cerveau à se tromper, et aussi en apprenant à identifier les réponses pièges, ces deux aspects-là semblent efficaces pour mobiliser d'une part le cortex préfrontal et l'amener à inhiber les réseaux de neurones bien établis chez l'adulte, mais qui mènent à des réponses inappropriées dans certaines circonstances. Donc, pour résumer, quelles sont les conséquences éducatives de la maturité du cortex préfrontal? Il y a d'abord que les adultes semblent plus susceptibles de profiter de la rétroaction négative, parce que lorsqu'on leur fait une rétroaction négative, des régions associées au contrôle cognitif à l'inhibition sont mobilisées, et ces régions-là sont plus activées chez l'adulte que chez l'enfant. Deuxième point, c'est que le cortex préfrontal, qui est responsable de l'inhibition et du contrôle cognitif, peut aider à corriger certaines erreurs persistantes et que l'enseignement par inhibition semble efficace pour corriger ces erreurs persistantes-là. Donc, en conclusion, il y avait trois objectifs qui étaient liés à cette présentation. Le premier, c'était de voir ce qui se passe dans le cerveau lors de l'apprentissage, c'est-à-dire d'acquérir certaines connaissances de base sur le cerveau. Et on a vu le modèle de Hebb, selon lequel les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Et on a aussi vu l'analogie de la forêt. L'idée d'utiliser cette analogie-là pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau des élèves et peut-être nous aider à prendre certaines décisions éducatives. Ensuite, on a voulu identifier les principales différences entre le cerveau d'un adulte et d'un enfant. Et on a parlé de deux différences importantes, soit le fait que les connexions neuronales sont bien établies chez l'adulte et que leur cortex préfrontal est plus mature. Et on a vu qu'au niveau des connexions neuronales bien établies, il y avait des avantages et des inconvénients à ça. Mais que les inconvénients pouvaient être compensés par la mobilisation du cortex préfrontal. Mais la question qui se pose, c'est comment mobiliser ce cortex préfrontal-là. Et on a vu, parmi les conséquences sur l'éducation, il y a la répétition qui joue un rôle dans l'apprentissage, dans la formation des adultes, tout comme les enfants d'ailleurs. L'idée que, suite à la répétition, progressivement, il pourra y avoir
réseau de neurones de plus en plus efficace qui s'établit. Et l'idée que même chez l'adulte, il va falloir qu'il y ait des exercices, il va falloir qu'il y ait de la résolution de problèmes, il va falloir qu'il y ait des moments où l'étudiant va être amené à manipuler les objets d'apprentissage et progressivement à établir ces réseaux de neurones pour augmenter sa compréhension justement de ces objets d'apprentissage. Deuxième aspect, c'était au niveau de la rétroaction négative. La formation des adultes devrait profiter du fait que le cerveau des adultes réagit fortement aux rétroactions négatives. Bien sûr, l'idée n'est pas de systématiquement pointer les erreurs des étudiants, mais de façon appropriée, lorsque c'est approprié, de ne pas avoir peur de bien cibler une rétroaction négative qui va mobiliser le cortex préfrontal et qui va mener à un processus qui pourrait mener à des apprentissages plus concrets. Il y avait aussi l'idée d'enseignement par inhibition qui semblait être un outil essentiel pour corriger les erreurs systématiques faites par certains étudiants. Et l'enseignement par inhibition, c'était quoi? L'idée de formuler des alertes émotives, donc de dire aux étudiants de faire attention, certains contenus plus difficiles, et d'expliquer également quelles sont les réponses qui sont des pièges, et amener les étudiants à identifier les réponses pièges pour que précisément ils ne tombent pas dans ces pièges. Donc, pour en savoir plus, je vous propose de la lecture d'un document très intéressant qui s'appelle « Comprendre le cerveau, naissance d'une science de l'apprentissage », qui est un ouvrage réalisé par l'OCDE en 2007 et qui est un des seuls ouvrages vraiment intéressants publiés en français. Donc, je ne peux que vous suggérer cet ouvrage-là. Il y a également le site de Neuroéducation Québec qui peut être une source intéressante pour vous. Donc, je vous présente ça. Donc, on a ici le site de Neuroéducation Québec. On a une section qui présente l'actualité dans le domaine de la neuroéducation. Donc, on présente les articles qui ont été publiés, les congrès qui sont à venir, les conférences qui ont eu lieu ou qui auront lieu. Il y a aussi une section podcast où on présente des conférences qui ont été données dans le domaine de la neuroéducation. Donc, ce sont des vidéos, on peut carrément entendre et voir la présentation qui a été fait, dans ce cas-ci au niveau de la neuroéducation et de la formation à distance. La présentation d'aujourd'hui a été préenregistrée et sera disponible sur le site de Neuroéducation Québec également. Donc, il y a une section aussi activités, où on présente les activités menées par Neuroéducation Québec, qui a organisé certains colloques. Donc, on a ici pour le colloque en 2009, on a toute la liste des présentations, les résumés. On a accès aussi aux diaporamas des présentations, donc ici. Et on a même accès aux vidéos de chacune des présentations en cliquant sur le lien ici vidéo. On a aussi une section recherche qui est en construction et qui présente certaines des recherches les plus importantes du domaine. On a ici, par exemple, au niveau des langues, on a une recherche qui montre que la méthode syllabique d'enseignement de la lecture engendre une activité cérébrale latéralisée dans l'hémisphère gauche qui est habituellement associée à l'expertise en lecture. Donc, on a un très bref résumé en français de cette recherche. On a une section formation, c'est celle-là qui risque de vous intéresser le plus. D'abord, il existe un cours d'introduction à la neuroéducation qui est offert à l'UQAM. C'est un cours de 2e cycle qui va être offert pour la 5e fois, si je ne me trompe pas, à la session d'été 2012. Donc, ici, on a une brève description de ce cours-là. C'est un cours, c'est le seul cours offert en neuroéducation. Il est l'un des seuls cours donnés en neuroéducation en français au monde. Et finalement, dans la section formation, on a aussi une section articles qui présente donc certains articles susceptibles de vous intéresser. Je pointe votre attention sur celui-ci qui présente la neuroéducation en général comme étant une façon de mieux comprendre le cerveau pour mieux enseigner. Donc, c'est un texte très intéressant qui fait seulement quelques pages et qui explique ce qu'est précisément la neuroéducation. Donc, on a également une section conférences, mais qui est en élaboration. On retrouve en fait les conférences présentement dans la section podcast, mais plus tard, elles seront également dans la section conférences. Neuroéducation, on peut devenir membre de Neuroéducation Québec. Neuroéducation Québec a présentement environ 200 membres. Et pour ce faire, c'est très simple. On clique ici, on lit la description et on remplit le formulaire ici.
Et un des avantages d'être membre de Neuroéducation Québec, c'est que ça permet d'obtenir à chaque mois un courriel qui présente, qui résume les principaux développements dans le domaine de la neuroéducation au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc, je ne peux que vous encourager à visiter ce site-là qui peut être un outil intéressant pour vous pour parfaire vos connaissances sur le cerveau et sur la neuroéducation. Donc, merci énormément de votre attention et à bientôt.